Il est 7h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous présidez aujourd'hui le laboratoire de la République. C'est un think tank. Vous publiez également ce livre, je le montre sur le site et l'appli d'Europe 1, Civilisation française, Albin Michel. Alors, il n'est pas très épais, mais c'est extrêmement dense intellectuellement. Il y a énormément de choses. On va en parler dans un instant, mais quand même deux questions d'actualité. Vous connaissez l'exercice, vous avez été ministre, Jean-Michel Blanquer. D'abord, je voudrais vous poser une petite question sur ce qui s'est passé hier à Oléron. Est-ce que vous y voyez un acte terroriste, vous, ou vous comprenez la prudence des autorités françaises ? C'est toujours normal d'être prudent pour qualifier... vous savez, en matière de faits de ce type, de faits violents, il faut savoir ne pas réagir dans l'immédiat. Donc je comprends tout à fait que les autorités prennent le temps. Après, on voit ce phénomène qu'on a parfois appelé celui des loups solitaires, où il est assez difficile de démêler ce qui relève de l'initiative individuelle et d'écosystèmes de djihadisme d'atmosphère, comme on le dit. Donc on est dans des choses assez complexes. C'est normal de prendre le temps pour le qualifier. Ce qui est certain, c'est que c'est atroce et qu'il faut évidemment en finir avec les causes de ça. On a aussi dans l'actualité ce matin cette photo qui montre des jeunes filles voilées dans les tribunes de l'Assemblée nationale hier pour voir ce qu'est un débat parlementaire. C'est tout à fait légitime. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale. L'école, c'est un peu une exception sur ce terrain-là de la laïcité dans le domaine français. Jean-Michel Blanquer, est-ce que ça vous choque, vous, cette photo ? Alors, elle est juridiquement convenable, si je puis dire. Maintenant, après, on pourrait faire évoluer le droit sur ces sujets. J'en parle dans le livre, puisque chacun sait que j'ai toujours été très intransigeant sur cette question, sur l'espace scolaire, qui en effet est un espace particulier. Mais il y a d'autres espaces dans la société. Je pense au sport, je pense à l'entreprise. Mais la jeune fille qui a le droit d'avoir un voile à l'Assemblée, à qui on demande de l'enlever à l'entrée de son lycée, c'est quand même un peu... compliqué, quoi. C'est la situation actuelle. Je ne serais pas opposé à ce qu'elle change. Je trouve que... Alors, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un sujet sur ce qui se passe en matière de signes ostentatoires à l'intérieur des services publics. Alors, bien sûr, pour les fonctionnaires, ça va de soi, et les règles sont claires aujourd'hui. Mais sur les usagers, il faut voir où on met le curseur. Alors, venons-en à votre livre, Jean-Michel Blanquer. Quand on publie un ouvrage, généralement, au fil des interviews, l'auteur, il se rend compte qu'il y a 2-3 questions qui reviennent systématiquement. Vous, je vais vous le faire très vite. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, Jean-Michel Blanquer, de 2027, parce que ce livre, c'est un programme pour la France. C'est un programme de redressement. Vous êtes très clair sur ce point-là. Alors, oui, on peut dire que c'est un programme pour une élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que je suis candidat moi-même, mais ce qui est certain, c'est que j'ai cherché à donner du grain à moudre. J'ai essayé aussi d'élever le débat, si vous me permettez de le dire ainsi. Bien sûr. Pour tout simplement avoir une vision, non pas pour la semaine prochaine ou l'année prochaine, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est surtout sur la semaine prochaine, voire le jour prochain. Alors même que ce qui est très important, c'est d'avoir une vision pour la France 2050. C'est même plus qu'un mandat présidentiel. C'est comment nous sommes capables de reprendre la maîtrise de notre destin, ce qui dépasse la question de l'élection présidentielle, qui est comment nous disons quelque chose de nous-mêmes à nous-mêmes. Autrement dit, si on regarde les siècles d'histoire de France, gouverner la France pendant des siècles, ça a été dire quelque chose sur le territoire et le partager avec les Français, en matière de frontières et en matière d'équilibre du territoire. Et depuis une trentaine d'années, et c'est vrai d'autres pays que la France, il n'y a pas que la France, eh bien, on fait comme si le territoire était la résultante de facteurs que nous ne maîtrisons pas. Et qu'il fallait que la politique, c'était réparer des choses que nous ne maîtrisons pas. Ça ne peut pas être ça. Il faut des éléments structurants du territoire. Je parle de la démographie, de l'économie, bien entendu. Vous dites, on ne construit pas, finalement, on passe notre temps à vouloir poser des rustines partout où ça fuit, quoi. Il y a cette impression d'un pays qui prend l'eau, quoi. La politique est devenue un petit peu une technique de réparation au lieu d'être un art de la prévision, si vous voulez. Alors, je peux vous livrer mon sentiment sur ce livre. C'est un livre en God's Eye View. Alors, c'est un anglicisme, mais vu du dessus, si vous voulez. Et ça m'a un peu fait penser au livre de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, parce que vous dressez un portrait de la France à grands traits, avec des lignes saillantes, et j'ai trouvé ça assez frappant. Est-ce que vous pouvez nous brosser le portrait que vous faites de la France de 2025 aujourd'hui en quelques phrases, Jean-Michel Blanquer? Oui, j'aimerais aussi vous faire le portrait de la France de 2050, parce que c'est ça l'objectif, mais en 2025, le phénomène territorial visible, c'est la métropolisation. Et cette métropolisation, elle aboutit, on peut dire 3 France, on peut même dire davantage, mais disons des centres-villes, des banlieues, et des petites villes et villages qui se sentent mis à la périphérie. Et vidés de leur sang, concrètement. Et vidés de leur sang. Or, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a une part inévitable dans la métropolisation, c'est un phénomène historique sur des siècles, qui va continuer, qu'on voit partout sur la planète. Néanmoins, la métropolisation, elle peut être soit au détriment des petites villes et des villages, soit
en faveur des villes et des villages. Je prends quelques exemples économiques concrets aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'aéronautique, par exemple. Il y a une grande métropole, Toulouse, qui est une réussite magnifique de niveau mondial en matière aéronautique, mais c'est au bénéfice de petites villes et de villages qui sont les sous-traitants de l'industrie aéronautique. Donc là, c'est l'exemple positif où ça innerve le territoire. Et vous avez d'ailleurs dans le Grand Ouest français en général beaucoup de réussites de ce type. C'est une partie de la France qui va en réalité assez bien. Si vous me permettez un parallèle avec l'actualité, Chine, c'est exactement la même chose. C'est une industrie qui fait vivre un territoire de plus de 200 km de large, 200 km de long. En avec Chine, cette idée en Chine. Oui, mais voilà, il y a quelque chose de vertueux dans ce modèle qui aujourd'hui est pilonné dans le débat public. Oui, on a raison de s'inquiéter que cette réussite chinoise se fasse au détriment de la France. Mais en revanche, faisons des choses vertueuses en France au service de la population. Donc j'ai donné l'exemple de l'aéronautique, on peut donner l'exemple du luxe. Paris, métropole mondiale, capitale mondiale du luxe et de la mode et des arts de vivre d'une certaine façon, mais c'est pas au détriment du territoire, c'est au service du territoire. Et rien que ce sujet-là est considérable. Si vous prenez l'eau, la France a des champions mondiaux de l'eau et des services publics, c'est évidemment quelque chose de très important. Et ça aussi, ça peut être au service des territoires. Je vais vous citer, parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans votre livre. Alors, vous dites d'abord, il faudrait, pour se projeter vers 2050, puis c'est ce que vous voulez que nous fassions, il faudrait retrouver l'esprit volontariste des années 60-70. Voilà, vous invoquez un peu les mannes gaulliennes, d'une certaine manière, et vous posez une question à la fin du livre. Vous vous demandez si nous continuerons à l'avenir à vivre à hauteur de civilisation. Je rappelle que c'est le titre de votre livre, c'est « Civilisation française ». Qu'est-ce que c'est que cette question de vivre à hauteur de civilisation, Jean-Michel Blanquer ? D'abord, ce que j'essaye de faire, c'est en permanence des allers-retours entre la dimension, disons, historique et philosophique et la dimension ultra-concrète. Les sujets par exemple, il y a une proposition de réforme des retraites précise dans le livre, qui est elle-même déduite de ce que je dis sur le territoire. Je dis, rendons les Français sociétaires de la France. Si demain, nous avons un système de retraite à 3 étages, comme je le préconise, c'est-à-dire un premier étage qui est celui que nous connaissons déjà, mais qu'on transforme aussi par un système à points, un système de généralisation du PER et un 3e étage qui serait un fonds souverain français dont les dividendes seraient dans la durée, pas demain matin, mais dans 20 ans, dans 30 ans, au service de nos enfants, avec un discours positif pour nos enfants, en disant si les entreprises françaises, grandes et petites, réussissent, ce sera au service de nos enfants. Et donc, c'est toute l'épargne française qu'il faut non pas surtaxer, comme on l'a entendu tout à l'heure d'ailleurs, mais au contraire drainer vers les entreprises françaises, tout simplement. Et donc, je crois que c'est indispensable d'avoir cette approche et être à hauteur de civilisation, pour répondre à votre question. C'est cela, c'est-à-dire correspondre à une idée, ne pas vivre simplement au jour le jour. C'est vrai pour les individus comme pour une nation. Il faut avoir un idéal, il faut se le fixer sa charrue à une étoile et avancer. Et c'est ce que nous avons su faire, nous Français, pendant des siècles, et on est capable encore de le faire, je pense. Vous citez Victor Hugo, ou plutôt non, les constructeurs de Notre-Dame, et vous dites, il y avait ceux à l'époque au XIIIe siècle qui disaient « mon métier c'est de casser des pierres », et ceux qui disaient « mon métier c'est de construire une cathédrale ». C'est la même chose, mais c'est pas la même perspective. C'est dans votre livre, donc, Civilisation française. Jean-Michel Blanquer, merci d'être venu nous en parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous. Bonne journée.